honneur aux femmes, Diane Audrey Ngako, qui est collectionneuse d'art, entrepreneuse et fondatrice de plusieurs entreprises à succès, directrice générale de l'agence de communication en conseil image au Ménard à Douala, Abidjan et Lomé, créatrice de la plateforme visiteafrica.com. Elle a fait partie du classement Forbes 30 Under 30 et du Mandela Washington Fellow, passionnée d'art depuis son enfance. Bonsoir Diane. Bonsoir. Applaudissez un peu quand même, vous avez faim, vous êtes fatigué, je sais. Un peu de quand même. Alors si vous êtes rassurés, on est tous un peu fatigués, mais applaudissez encore, c'est pas bien entendu. Merci. Je te laisse. Nous avons également Didier Classe. Comme son nom l'indique, c'est un monsieur très très classe, vous pouvez le voir. Directeur de la galerie Didier Classe, il ouvre sa première galerie en 2002 à Bruxelles. Président du Bruxelles Non-European Art Fair, vice-président du Bruxelles Antique and Fine Art Fair, membre de la Chambre des experts d'œuvres d'art de Belgique, membre de la Chambre royale des antiquaires de Belgique, membre du syndicat national des antiquaires français. Il a lancé en juillet 2020 la plateforme Young Collectors. Bonsoir Didier. Vous ne voulez pas applaudir Didier? Vous n'aimez pas la Belgique? Merci. Ma première question, elle va être pour toi, Didier. Pourquoi pouvons-nous faire un état des lieux du marché de l'art africain d'aujourd'hui? Voilà, tout d'abord, je tiens à dire que je suis très honoré d'être parmi vous ce soir à Abidjan, une ville que j'affectionne particulièrement, un pays que je connais un petit peu. D'abord, comme tout le monde aime Abidjan, non? Mais particulièrement, c'est vraiment une ville que j'affectionne et un pays que j'aime beaucoup d'ailleurs par sa diversité. Il faut quand même savoir que c'est dans le monde de l'art classique africain, la Côte d'Ivoire est un des pays qui détient le plus de sculptures, avec le Congo, qui sont les objets les plus prisés d'Afrique centrale, d'Afrique noire, pardon. Le Congo et la Côte d'Ivoire détiennent les plus grands records d'objets. Donc il y a vraiment un grand intérêt pour ces œuvres. Et personnellement, moi, dans ma propre collection, deux des objets que j'affectionne particulièrement sont les objets qui proviennent de Côte d'Ivoire. Et la petite anecdote veut que quand j'ai commencé mon métier, il y a maintenant exactement 27 ans, alors certains vont se dire, mais tiens, celui-là, il ne fait pas son âge, surtout que si je vous dis que j'ai ma première fille à 23 ans, donc ça embrouille encore plus. Mais j'ai commencé très jeune, parce que c'est un métier de passion qu'on commence vraiment. Donc, comme j'ai tendance à dire que c'est un peu comme Obélix, je suis tombé dans la soupe. Donc voilà, et tout ça pour vous dire que voilà, je suis très heureux et vraiment honoré d'être parmi vous ce soir. Alors pour répondre à votre question, le marché de l'art africain en fait a débuté depuis la fin du 19e siècle. Il faut comprendre que, alors aujourd'hui on regarde, on entend souvent les prix qui sont obtenus dans les grandes maisons de vente telles Sotheby's, Christie's et tout ça, mais il y a eu un parcours de ces œuvres. Et en fait, les premières œuvres qui arrivent en Occident, on est à la fin du 19e siècle, c'est des explorateurs, avant même les coloniaux, c'est des explorateurs qui ramènent des objets, des curiosités, et qui sont éparpillés au-delà dans les pays européens, et qui sont vraiment des objets qui ne sont pas considérés à part entière comme des œuvres d'art, mais finalement comme des objets de curiosité. Suite à ça, il y a effectivement l'abandon des croyances, l'arrivée du christianisme, des religions qui font que les peuples se séparent de certaines de leurs œuvres. Évidemment, l'époque coloniale qui fait que les objets sont collectés, arrivent en Europe. Mais le marché de l'art à proprement dit comme tel, c'est-à-dire la revente d'objets, surtout la valorisation de ces œuvres, en fait, ça commence beaucoup plus tardivement. On arrive dans les années 50. Quand il y a des galeries qui commencent à exposer ces œuvres à Paris, à Bruxelles et autres, surtout évidemment dans la mouvance du début du XXe siècle des artistes de l'art moderne, tels que Picasso, Modigliani et les autres, qui s'inspirent de ces œuvres pour créer leur art. Et on a alors tout doucement un marché qui se crée. Donc on est quand même plus d'un demi-siècle plus tard. Les objets à l'époque sont vraiment liés à des échanges et autre chose de ce type. Même si on a en mémoire une galerie, je pense que c'est au port d'Anvers, qui déjà valorisait certaines pièces, mais il n'y a quasi pas d'ouvrage qui parle de ces œuvres à proprement dit comme étant des œuvres d'art. Donc les premiers ouvrages qui en parlent comme tels, c'est vraiment dans les années 30, juste dans les années 50, où il y a ces premiers marchands qui émergent et qui commencent à présenter ces objets. Et là, donc, effectivement, le marché de l'art commence à ce moment-là, et on arrive à l'époque où les marchands viennent dans les pays pour acheter des œuvres. Donc on quitte l'époque coloniale, on approche l'époque de l'indépendance et on a vraiment un marché qui se crée avec sur place dans les pays africains. Alors beaucoup de gens ne le savent pas, mais en fait les personnes qui collectent les pièces sont beaucoup de marchands dont on ne connaît malheureusement pas vraiment les noms parce qu'ils ne sont pas valorisés, mais ce sont des marchands africains. On en connaît quelques-uns, surtout au Mali. Vous me disiez que vous étiez malienne. Un des marchands les plus célèbres en fait, au monde est un Malien qui s'appelle, son nom va certainement me revenir, Amadi Wologem, qui était un des
des collecteurs en fait qui collectionnaient, parce que les Européens finalement dans cette période-là n'allaient pas dans les villages, ou en tout cas très très peu. C'était des locaux donc qui étaient les grands marchands de l'époque, qui malheureusement n'ont pas valorisé leur provenance. Et aujourd'hui, bon, les noms sont malheureusement très peu connus, ou en tout cas dans certains cas même inconnus. Et à côté de ça, donc le parcours de ces œuvres se fait évidemment via les publications, les objets qui ont voyagé. Donc pour arriver à ce qu'on est aujourd'hui, il y a eu vraiment finalement plusieurs générations dans la vie de ces œuvres. D'accord, très bien. La prochaine question est pour Diane. Depuis quand es-tu collectionneuse? Alors j'ai acheté ma première œuvre d'art en 2008, donc il y a 13 ans, donc j'étais aussi très jeune, obviously. Et j'ai commencé vraiment à collectionner en 2016. Enfin, c'est en 2016 où plusieurs artistes, observant le fait que j'avais beaucoup d'œuvres et que j'en achetais beaucoup, m'ont dit en fait je suis une collectionneuse. Mais dans nos environnements, tu peux être amatrice, mais jamais tu te dis que... Enfin, on voit pas généralement ces œuvres grandir. On achète parce qu'on aime, parce qu'on a un coup de cœur, et puis un jour vous vous retrouvez à cette époque avec 128 œuvres, je crois. En 2016, dont 6 d'un artiste qui m'avait dit que, en venant chez moi, que j'avais une collection. Et dès lors qu'il a dit ça, qu'il m'a dit que j'étais collectionneuse, j'ai eu une sorte de déclic. Et j'ai regardé mes œuvres complètement différemment, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des œuvres que j'aimais bien comme ça, il y avait des œuvres que je n'aimais plus. Et j'ai donc questionné aussi par la suite mes choix d'achat, et puis j'ai défini le fil conducteur de ma collection. J'ai commencé donc à collectionner à Paris une œuvre d'art d'un artiste qui s'appelle, enfin, un artiste. J'avais acheté ça dans une brocante, donc obviously je ne savais pas que j'allais collectionner. J'étais avec ma mère, j'avais peut-être 17 ans, 16 ans, et j'ai vu cette œuvre d'art. J'ai supplié ma mère de me l'acheter. Elle coûtait 2,50 €. Ma mère, elle voulait pas. J'avais pas 2,50 €. À 16 ans, est-ce qu'on peut ne pas avoir 2,50 €? Et ma mère a refusé. Et puis, elle m'a vu tourner plusieurs fois. Et puis, au bout d'une heure, elle m'a dit OK, ben, je te la prends. Elle était assez grande. On devait être sur 120 par 100 à peu près. Donc, ma mère, elle se disait je vais mettre ça où chez moi? Et cette œuvre, je l'ai toujours. On a fait le tour du monde ensemble. J'avais juste été touchée. C'est aujourd'hui un type d'art que j'achèterais pas. J'aime beaucoup tout ce qui est figuratif, et c'était très abstrait. Et cette œuvre s'appelait l'art de la guerre. Donc voilà. Et puis j'ai commencé à aller chez Yellow Corner, pour ceux qui connaissent, qui vivent en France. C'est une plateforme. Ce sont des boutiques, ce sont des lieux qui mettent en avant, qui vendent de la photographie. Donc, vous pouvez avoir 50 tirages, 100 tirages, et ça coûte pas très cher. Donc, j'ai commencé à acheter de la photo, et puis j'ai découvert la Biennale de Dakar. J'ai eu un coup de cœur. J'ai commencé à acheter quelques artistes. C'était un peu fouillis. J'avais des artistes africains, des artistes français, des choses que je trouvais, même des fois au plus de Saint-Ouen, qui me touchaient. Et puis, en 2016, quand je suis rentrée m'installer au Cameroun, j'ai décidé d'avoir une collection principalement d'artistes camerounais. Ensuite, j'ai eu l'impression de faire le tour. Je suis allée en Afrique centrale, au Nigeria, dans plusieurs foires d'art. Et puis aujourd'hui, ma collection, c'est plutôt une collection de mes coups de cœur, mais profondément une collection d'artistes qui ont idéalement un lien avec l'Afrique. Ça peut être un Français, mais qui a peut-être fait qui est peut-être né à Alger. Ça peut être un Américain qui a été chez Kehinde Wiley à Dakar en résidence. Voilà. J'achète aujourd'hui des artistes du monde entier. Voilà. Merci Diane. Didier, j'ai une question qui, je pense, va intéresser le public. Comment on valorise une œuvre d'art? Comment une œuvre d'art passe d'un simple masque, un masque qu'on a pris en pays d'Ogon, qui à l'origine était là pour des rituels, et comment il vaut 1 million d'euros quelques années plus tard? Comment on sait qu'on est en train d'acheter un objet qui va prendre de la valeur plus tard? Et comment on fait pour valoriser nos jeunes artistes africains? Effectivement, il y a deux choses. Donc, il y a l'art contemporain dont elle vient de parler maintenant. Donc, moi, je suis spécialisé dans l'art ancien. Alors moi, j'aime quand même rappeler que pour la plupart de ces œuvres, bon, certaines effectivement étaient des objets qui étaient des œuvres de sculpteurs qu'on dit aujourd'hui des sculpteurs dits anonymes, puisque vous savez que la sculpture africaine ne porte pas de signature, puisqu'elle n'était pas proprement dit considérée comme un objet d'art, mais comme un objet rituel.
Mais quand même, à côté de ça, on a pu déterminer quand même des mains d'artistes. Finalement, on se rend compte que ces artistes étaient des artistes des très grands maîtres. Ils n'étaient pas n'importe qui voulait sculpter une œuvre. Donc on a vraiment pu aujourd'hui répertorier des mains importantes d'artistes dans chaque région. Souvent, on donne le nom du village d'où proviennent ces pièces. Vous aurez par exemple en Côte d'Ivoire le maître de Boisflé, par exemple, qui est très connu dans le monde pour les sculptures qu'il a sculptées à la fin du 19e et à la fin du 20e siècle. Maintenant, il faut imaginer ces objets qui sortent d'Afrique à l'époque, qui étonnent effectivement l'Occident par son imagination, par son modernisme, par son réalisme parfois, ou par son surréalisme. Mais à l'époque, il n'y a aucun corpus. Donc les premiers acheteurs, les premiers collectionneurs vraiment achètent des pièces par pur amour des objets et vraiment par l'intérêt de ces sculptures qui sont vraiment des objets très étranges pour eux. Et souvent, je tiens à féliciter ces premiers collectionneurs des premières heures qui n'avaient finalement aucun corpus, aucun ouvrage. Les objets arrivaient vers eux et ils découvraient des objets qui venaient au fait d'un continent qu'ils ne connaissaient pas et ils se rendaient compte effectivement de l'ingéniosité et surtout de la créativité qu'ils pouvaient avoir ces objets qui venaient de ces peuples dits primitifs. D'ailleurs, cette appellation aujourd'hui qui n'est plus courante, l'art primitif qui était d'abord harnais, qui est devenu après l'art classique africain aujourd'hui. Mais il y a tout je dirais un parcours de ces œuvres, dont ces objets qui sont aujourd'hui plus d'un siècle plus tard dans les collections, ont eu une vie. Aujourd'hui, on a une facilité d'avoir ce qu'on appelle le corpus, c'est-à-dire déterminer la qualité intrinsèque d'un objet sur tous les objets qui sont visibles sur le marché. Alors, je sais que c'est une idée qui est difficile à accepter aujourd'hui, mais énormément de grands chefs-d'œuvre aujourd'hui sont dans les collections occidentales. Énormément, même s'il reste encore certains objets en Afrique, mais quand même très peu. La majorité des grands objets sont très connus et se trouvent dans les collections et sont publiés dans des ouvrages. Donc, ces pièces qui ont 100 ans ou plus, qui se retrouvent dans des collections en Europe aujourd'hui, ont fait l'objet d'études qui déterminent leur qualité intrinsèque. Alors, je vous donne un exemple sur un masque, par exemple. Je vous donner l'exemple concret du maître de Boisflé en Côte d'Ivoire, puisqu'on est en Côte d'Ivoire. Aura sculpté, je donnerai un exemple, une centaine de pièces. Mais sur ces centaines de pièces, chaque artiste, comme n'importe quel artiste en Occident, à un moment donné, se voit doté de la main de Dieu et crée un jour quelque chose de plus extraordinaire qu'il n'a créé durant toute sa carrière d'artiste. Et donc, grâce à ce corpus, on arrive à déterminer à quel niveau de qualité se trouve cet objet par rapport au reste de ses œuvres qu'il a pu créer. Alors on arrive à ce qu'on appelle le chef-d'œuvre. Et le chef-d'œuvre, effectivement, chaque artiste en obtient, peut-être pas chaque artiste, parce qu'il y a des artistes finalement qui ne créeront jamais de chef-d'œuvre, mais certains, effectivement, comme dans la peinture moderne, un Picasso n'a pas créé que des chefs-d'œuvre. Donc on retiendra les grandes œuvres de Picasso ou de chaque artiste. Et c'est pareil dans l'art africain. Et donc ce corpus permettra de déterminer la qualité de cette œuvre. Ça, c'est la première chose, parce qu'on parle d'œuvre d'art. Après cela, évidemment, la provenance de cette œuvre est très importante. Si cet objet appartenait à des personnalités importantes dans le monde de la peinture, ou dans le monde de l'art, ou dans le monde de la culture, l'objet sera valorisé encore d'une autre manière. Il y a des exemples concrets, d'ailleurs. Par exemple, il y a eu une collectionneuse très importante, très pionnière, parce qu'il y a très peu de dames collectionneuses dans l'art africain, finalement. Tu es un exemple encore qui est assez à part, parce que c'est quand même un domaine où il y a énormément d'hommes. Mais une des plus grandes pionnières collectionneuses, c'est Helena Rubinstein. Alors, Helena Rubinstein, c'était la papesse du cosmétique dans les années 50 aux États-Unis, à New York, qui était amie de grands artistes tels que Dali et toute cette mouvance, était une des plus grandes collectionneuses d'art africain. Elle avait un appartement à New York et un appartement à Paris, qui est des Béthunes, qui est très connu aujourd'hui, un appartement des années 30 qui était meublé uniquement d'art africain. Et donc cette personnalité a fait que l'art africain était regardé différemment par le monde au fait, dans lequel elle évoluait dans son écosystème, ce qui a fait qu'il y a eu un regard sur ces objets assez incroyable, parce que c'était Helena Rubinstein qui portait cet objet. Avant elle, il y a d'autres noms évidemment que je peux citer, mais bon, ce sont des noms qui sont peut-être méconnus du grand public. Mais voilà, je donne toujours le nom qui me vient en premier, qui est un nom que tout le monde connaît, c'est Picasso, qui avait des objets de collection incroyables, puisque tout le monde sait qu'il a été inspiré de tous ces objets, même si c'est quelque chose qu'il n'a jamais voulu avouer. Ben, un objet, par exemple, qui soit est un chef-d'œuvre qui a appartenu à Picasso et qui passe évidemment en vente publique, aura toujours beaucoup plus de valeur qu'un objet qui a appartenu à une personne qui ne compte pas dans le milieu de la culture. Maintenant, à côté de ça, pour revenir sur cette collection Helena Rubinstein, il y a eu une vente publique, une des premières ventes publiques importantes dans une maison de vente qui appartient aujourd'hui à la maison Sotheby's, qui est Park Bennett à New York. Dans les années 70, sa collection est passée en vente et il y a eu une reine Bangwa. Alors peut-être on pourra la voir, si j'ai donné un petit, je ne sais pas si à un moment donné vers la fin, on pourra faire défiler pour qu'on puisse se rendre compte de cette pièce, pour vous dire que les objets dont les prix qui sont obtenus aujourd'hui sont des prix, il y a eu une évolution. Et alors c'est très intéressant parce que j'ai retrouvé plusieurs exemples d'objets, dont cette reine Bangwa du Cameroun, qui est passée en vente dans les années 70, qui avait fait l'équivalent de $3 000. Donc, mais $3 000 dans les années 70, c'était aussi un peu d'argent quand même aussi. Il faut quand même reprendre ça en compte. Mais par rapport à la qualité intrinsèque de l'objet, ce n'était pas un objet finalement qui était très cher. Et cet objet, 20 ans plus tard, s'est vendu plus de $3 millions.
a été acheté par la fondation d'Aper à Paris. Donc tout ça pour vous montrer qu'il y a une évolution dans tout. Un autre exemple que vous verrez peut-être si on fait défiler les photos, les images, c'est une statue Sénoufo de Côte d'Ivoire qui a été jusqu'encore il y a à peine un an le record mondial pour une œuvre de Côte d'Ivoire. C'est une statue d'Eblé Sénoufo qui a appartenu au collectionneur Armand. Alors la petite histoire, c'est que cet objet, alors cet artiste qui habitait New York, économisait de l'argent pour acheter un appartement. Bon, il avait déjà des très bonnes rentrées pour acheter un appartement à New York en économisant. J'ai rencontré sa veuve aujourd'hui. Et il a économisé pendant plusieurs années pour pouvoir acheter cet appartement à New York. Et puis un jour, il a la visite d'un marchand français qui vient à New York le voir, qui s'appelle Philippe Guimio, qui n'est plus aujourd'hui. Et il revient chez lui à la maison avec un paquet sous le bras et il dit à sa femme, voilà ta maison. Donc finalement, en fait, toutes les économies qu'il avait, il a acheté cette statue. Et alors, ça a créé presque... Enfin, ils se sont séparés pendant un petit temps. Exactement. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est quoi? C'est qu'à l'époque, il achète ces statues Sénoufo pour le prix d'un appartement à New York. Alors, moi, je n'aime pas parler argent, mais comme dans un forum un peu de luxe, même si je trouve que l'art, finalement, c'est pas vraiment une forme de luxe, parce que l'art peut être accessible de différentes manières. Donc, c'est un luxe accessible. Mais ça, c'est un autre débat. Ce qui est intéressant de savoir pourquoi, pour parler de valeur d'objet, c'est que cette personne qui a mis l'argent de sa maison, qui a risqué son mariage pour acheter cette pièce, 20 ans plus tard, cet objet est passé en vente publique, chez Sotheby's, on a un exemple, a fait le montant de 10 millions de dollars. En fait, 10 fois plus que le prix qu'il avait payé. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que le prix de l'appartement à New York à l'époque était d'1 million de dollars. Et aujourd'hui, il est de 10 millions de dollars. Donc tout est évalué de la même manière. Alors aujourd'hui, parfois, on s'interroge, on se dit, mais l'art africain vaut beaucoup d'argent, vaut ceci, vaut cela. Mais en fait, tout l'art est parti. Et alors, j'ai des exemples aussi, on pourra voir. J'ai fait des comparaisons, par exemple, avec des artistes comme Basquiat. Alors, je donne des noms qui sont les noms les plus connus. Une œuvre de Basquiat, dans les années 80, ça valait quelques milliers de dollars. Aujourd'hui, il est l'artiste le plus cher du monde. Son œuvre la plus chère s'est vendue pour 150 millions de dollars. Donc finalement, l'art africain, on est même encore très loin du compte. Nous, dans notre domaine, on s'est battu beaucoup. Mes pairs se sont battus, les institutions publiques se sont battues pour avoir effectivement une reconnaissance de cet art. Aujourd'hui, j'aurai peut-être des questions là-dessus. Il y a des débats qui font rage en Europe à ce jour au niveau des restitutions. Mais moi, je veux dire, je suis de la génération où, à l'époque, il y a 20 ans, Jacques Chirac était maire de Paris et il s'est battu pour avoir l'art africain au musée du Louvre, au pavillon des sessions. Peu de gens le savent, mais en fait à l'époque, la majorité du conseil du musée du Louvre était contre cette décision de faire entrer l'art africain au Louvre, parce qu'ils pensaient qu'au fait cet art ne devait pas être à côté, confronté aux œuvres des autres civilisations. Donc c'était une très 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 grande bataille de Jacques Chirac, maire de Paris, et c'était le prélude au fait du Quai Branly. Lui et son ami Jacques Kershach, qui était marchand à l'époque, se sont battus pour avoir ce qu'on appelle le Quai Branly. C'était une manière de valoriser et de mettre les objets d'art africain au même titre que les autres civilisations, parce que tous les arts naissent égaux. Alors aujourd'hui, ces musées sont décriés, je sais, c'est un autre débat, mais tout ça a fait que l'art africain aujourd'hui vaut ce qu'il vaut aujourd'hui. Donc il y a vraiment... Et alors, on est dans un éternel recommencement. Peut-être que si à un moment donné, les restitutions reviennent, les objets, et je pense, d'ailleurs, je suis un des pionniers dans cette matière, dans mon domaine, à me battre pour les restitutions en Afrique, mais il faut comprendre aussi que beaucoup sont battus pour que cet art soit vraiment reconnu à part entière. Voilà. Diane, merci Didier. Diane, est-ce que tu pourrais aujourd'hui... est-ce que tu connais la valeur de ta collection? Est-ce que tu pourrais mettre un chiffre sur ta collection, parce qu'aujourd'hui on achète de plus en plus l'art pour c'est de plus en plus un investissement. Donc tu nous as bien expliqué que c'était par passion, tu es parti d'une petite pièce de 2,50 €. Est-ce qu'aujourd'hui tu sais ce que vaut ta collection d'œuvres d'art? T'es pas obligé de nous donner des chiffres, hein. Sinon. Merci, c'est bien connu. Une Bamileke, reine de Bangwa, ne donne pas les prix. Ce n'est pas possible. Je n'aimerais pas que le fisc camerounais vienne me chercher. Alors, juste pour rebondir sur le volet art contemporain, par rapport à la question précédente que tu as posée à Didier, pour des questions de cote, on va s'intéresser à la biographie. Quelle école il a fait, quel est son parcours, quelle exposition il a fait. Ensuite, dans certains cas, peut-être quand il rentre dans une galerie, sa cote peut être revue. Si on achète directement chez l'artiste ou chez des artistes qui débutent. Ensuite, qui est la personne qui collectionne son travail. Si vous avez, on est en Côte d'Ivoire, on parle constamment de cet artiste Obou, qui est acheté aujourd'hui par Monsieur Arnaud. Le fait qu'il rentre dans sa collection, qu'il rentre dans la collection Vuitton, si Obou en Côte d'Ivoire vendait des œuvres à 600 000, 1 000 €, dès le lendemain, il trouve une galerie et il passe, si sa galerie est structurée, à 5 000 – 10 000 €.
Ensuite, s'il y a des achats d'institutions, si vous avez des pièces comme la fondation du musée d'Upper qui achète, le fait que la fondation ait eu à faire plusieurs achats donne de la stature à l'œuvre d'art. Si la Tate Moderne, si le Met Museum à New York achète une œuvre, ou un autre musée d'ailleurs, même en Chine, ça donne du poids, naturellement dans certains cas aussi la signature, et dans un autre cas, les ventes aux enchères chez Piazza ou autres. Les ventes aux enchères, c'est un gros problème aujourd'hui en Afrique, parce que vous avez souvent des artistes qui coûtent 500 000 francs depuis 10 ans, entre guillemets, et puis un jour, il y a une vente aux enchères, et ils font une vente à 150 000 euros, et vous êtes donc à Abidjan ou à Dakar, et l'artiste d'un seul coup estime que, parce qu'il sait que c'est une bulle quand même, que son travail vaut 20 000 euros, 25 000 euros, et ça fait que beaucoup de collectionneurs en local ne pourront plus, dans certains cas, acheter. Et ça frustre un peu beaucoup de personnes, cette notion, ou des artistes qui sont pas connus dans leur pays d'origine, qui sont très jeunes, parce qu'il y a une sorte de buzz, d'engouement sur cet art contemporain dit africain, sont vendus à Paris à 5-6 000 euros. Et des fois, même ces galeries ne sont pas spécialement dans une construction. Des fois, ces galeries vous demandent de faire un certain travail. Donc, en local, vous n'avez pas de marché, c'est-à-dire que en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal ou ailleurs, les artistes fonctionnent à Paris ou en Belgique, et puis le jour où il y a un autre artiste qui est intéressant, qui vient du Nigeria ou d'Ouganda, l'artiste il ressort de cette galerie, on met en avant le travail d'un autre artiste, et en local, l'artiste il n'existe pas. Donc le marché n'a pas porté sa cote, son évolution. Et moi, je le vis en tant que collectionneuse, et c'est ce qu'on ne voit pas dans des pays comme le Nigeria, qui a des galeries d'art et qui a une super foire ArtX, où le marché est stable. Les Nigérians achètent déjà de leurs artistes au prix du marché global, et l'artiste nigérian, quand il évolue, il sait qu'il il ne va pas chuter, comme on dit. Aujourd'hui, ma collection, combien je l'estime, elle est estimée à... Enfin, je pense qu'en termes d'investissement, j'ai dû investir à peu près 85-90 000 euros ces 5 dernières années. J'ai un budget que je me suis fixé, parce que sinon c'est n'importe quoi, de 30 000 euros. C'est déjà monté à 45 000 euros par an d'acquisition. C'est très rapide, parce que une fois que vous débutez une collection, vous voulez ensuite rentrer dans la cour des grands. 45 000 euros, c'est rien. Enfin, je pense que si je vais à la galerie de Didier pour acheter un masque Dogon, ou peut-être qu'il a un lit ancien, c'est nous faux, il va me dire que 45 000 euros, peut-être que on peut trouver. Elle est à côté. Il a tous les prix. Mais peut-être que celui que je veux, tu vas me dire que ma petite, il faut encore que tu travailles. Donc 45 000 euros. Enfin, une fois que tu as l'habitude d'acheter des artistes en one-to-one, je prends toujours plaisir à aller dans les studios d'artistes, mais à un moment, tu as moins de temps. Tu regardes beaucoup, et surtout tu veux aussi accompagner les lieux qui existent, notamment sur le continent. Moi, quand j'arrive à Abidjan, je vais toujours chez Simone Guirandou pour voir ce qu'elle a, chez Cécile Fakouri, où j'ai acheté il y a pas très longtemps 2 œuvres d'un artiste qui s'appelle Elage Lindsay. Donc j'essaye toujours, même en local, parce que tu es quand même à un moment, quand tu es collectionneur et que tu assumes ce nom, il faut que tu accompagnes tout un écosystème. Donc aujourd'hui cette collection, il y a une œuvre d'un artiste camerounais qui s'appelle Marc Padeux, que j'ai acheté en 2017. J'en ai acheté 3. Une à 600 000, une à 550 000, une à 350 000. Et il a fait donc une vente aux enchères chez Piazza il y a 2 ans, où les œuvres sont parties, je crois, à 150 000 euros. Pièce qui a fait que mes œuvres que j'avais achetées à 1 000 euros, 700 euros, elles ont évolué, et une d'entre elles que j'ai achetée à 600 000, Philips et Sotheby's, les ont récemment estimées à 75 000 euros. Donc dès qu'ils m'ont dit ça, j'ai d'abord roulé. Parce que j'étais à Douala, c'était là dans mon mur, et j'aimais beaucoup cette œuvre. Notamment cette œuvre-là, j'ai roulé. Après une expertise chez AXA, qui est donc l'assurance où toutes mes œuvres sont assurées. Et j'ai Fluid en France,
chez ma mère, qui a un espace dédié. Parce que le gros challenge, une fois qu'on est potentiellement sur des questions d'investissement, c'est comment on les préserve. J'aime beaucoup la photographie de Johanna Choumali, qui est ivoirienne. Mais au Cameroun, avec l'humidité, en 5 ans, j'ai ouvert les 2 photos au moins 10 fois. Aujourd'hui, j'ai demandé à mon équipe d'ouvrir mes bureaux parce que la conservation des œuvres sont souvent challengeantes aussi. Donc, beaucoup de personnes veulent investir dans l'art, mais tu peux acheter plein d'œuvres. Mais si tu n'as pas la possibilité d'avoir des pièces qui gèrent l'humidité, si tu n'as pas la possibilité d'avoir des caissons pour les protéger, ton investissement, il est un peu caduc. C'est justement un des arguments qui est utilisé par l'Occident pour ne pas rendre nos œuvres, parce qu'on doute du fait qu'on puisse les conserver de la meilleure des manières. Alors, j'avais cette conversation récemment avec quelques hommes d'État en France lors du sommet Afrique-France et mon ami Marie-Cécile Zinsou. Il y a une différence, selon moi, entre les œuvres d'art classique africain qui avaient souvent ce volet rituel, qui, dans le cas du Cameroun, sortaient de nos chefferies. Donc, dans ce cas, dès lors qu'on les faisait chez nous, on savait comment les conserver. Et dans ce cas, j'estime qu'elles peuvent, dans certains cas, retourner dans nos chaufferies. Quand on parle de masques bangwa, de poupées bangwa et de tout ce que je peux voir à l'extérieur, notamment au Met Museum, qui a une collection incroyable, des fois, ça me fait mal au cœur. Des masques Bacham, la chaufferie Bacham, qui est un des plus grands fournisseurs, je crois, d'art classique au Cameroun, est une chaufferie qui est vide. Il n'y a plus de patrimoine dans cette chaufferie depuis 2 ans. Donc, dans le monde entier, vend les masques Bacham, mais quand vous arrivez dans ce village, on vous dit qu'il n'y a pas, il n'y a plus rien, il y a strictement plus rien. Donc, c'est un peu frustrant. Donc, je pense que même pour l'équilibre, pour les prochaines générations, il faut quand même rapatrier certaines œuvres. Mais après, maintenant, pour tout ce qui est art contemporain, certains artistes travaillent avec du matériel qui n'est pas bon. Certaines toiles, elles sont pas adaptées. Vous allez souvent dans certains pays ou chez certains artistes, vous allez voir le derrière qui est déjà attaqué par la moisissure. Donc certains qui ont la chance sont des galeries qui sont peut-être à l'étranger, qui vont leur envoyer un autre style de toile pour s'assurer d'une meilleure conservation. Sinon, la toile est craque. Sinon, la peinture ne prend pas bien. Ils font une double couche, donc la toile elle craque encore plus. Donc non. Après, j'invite, pour rebondir à ce que tu as dit, aux Africains, aux personnes qui vivent en Afrique, à collectionner ou acheter les œuvres d'art des artistes actuellement, parce que sinon, dans 20 ans, 30 ans, 45 ans, 50 ans, on aura le même type de discours. On dira l'art contemporain, peut-être à l'époque, peut-être qu'on dira l'art moderne même. Dans 45, 50 ans, l'art moderne de la Côte d'Ivoire ou du Mali sont à Paris, sont à Anvers, mais parce que notre génération aura fait le choix finalement de laisser. Et on ne pourra pas dire ils sont venus voler. Ils sont. Il y a les preuves. Là, on est en train de filmer. On aura des preuves pour dire. Nos enfants nous diront non, vous saviez, vous avez fait le choix de ne pas accompagner ces artistes ou cette génération d'artistes. Absolument, donc investir dans l'art contemporain. C'est la question que je voulais poser à Didier. J'en ai 2 pour toi. La première, c'est si aujourd'hui tu devais nous faire des recommandations pour les personnes qui, au sortir d'ici, veulent acheter de l'art africain. Est-ce que tu pourrais nous recommander comment acheter de façon intelligente? Et ma deuxième question, c'est sur le Young Collectors, parce que je suppose que je ne sais pas pourquoi tu l'as créé, je ne sais pas ce que c'est, tu vas nous le dire tout à l'heure, mais je suppose que ça va aussi dans ce sens, d'après l'appellation. Ben oui, tout d'abord, je tiens à rebondir sur ce que tu disais. Et c'est vrai, on risque de vivre ce que j'appelle l'éternel recommencement. Tout d'abord, on part sur l'idée que tout l'art africain a été pillé. Bon, ça, c'est quelque chose qui n'est pas vrai. J'ai d'ailleurs fait, tiens, c'est intéressant, c'est juste pour faire une petite anecdote, parce qu'ils mettent la photo de cette fameuse reine Bangwa qui s'est vendue donc, en 1966 pour $2 900. Et bon, la totalité de la vente donc, avait fait
3 millions de dollars en 66, qui était énormément d'argent. Et la pièce, au fait, avait fait 470 000 dollars. Donc, et c'est revendu plus tard, pour 2 900 000 dollars. Alors, cet objet, effectivement, était historique. Je parlais des provenances. Alors, il y a cette image qui est magnifique, qui est une photographie de Man Ray. Man Ray, qui est un photographe des années 30, qui est un photographe extraordinaire. Et il avait photographié cette pièce avec sa muse, qui est Adrienne Fiedlin. Et donc, c'est un objet qui, aujourd'hui, fait partie de la collection du musée d'Appert. Ce que je veux dire par là où je démontre ça aussi, c'est que ces objets ont été sur le marché pendant plus d'un siècle. Donc il y a eu des possibilités pour des collectionneurs de pouvoir acquérir ces pièces. Et c'est vrai qu'on n'avait pas eu vraiment cet éveil en Afrique de pouvoir racheter des pièces, ce que par exemple ont les pays asiatiques de racheter des objets qui proviennent de leur patrimoine. À côté de ça, la question est beaucoup trop complexe, je dirais. Donc il faudrait peut-être presque toute une heure de débat ou plusieurs heures de débat en plus. Mais tout n'est pas aussi blanc ou noir qu'on puisse le dire. Il y avait un marché de l'art qui existait depuis toujours en Afrique. Les objets, pour moi, africains qui sont dans les musées occidentaux sont aussi des ambassadeurs extraordinaires, au fait, de notre civilisation, de nos pays. Je veux dire, l'universalité des musées, c'est vrai qu'elle peut être parfois effectivement discutée, parce que l'universalité, est-ce qu'elle est uniquement dans le sens nord-sud, hein? Donc effectivement, donc ça, je sais que tu sais que je ne vais pas m'aventurer dans ce sujet, mais moi quand je vais dans un musée, je vais d'ailleurs vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas plus d'une semaine et que je trouvais vraiment assez marquante finalement. C'est un de mes amis qui habite Genève, qui est congolais comme moi, parce qu'en fait je suis de nationalité belgo-congolaise, et qui se retrouve aux Émirats et qui part avec son entreprise, ils sont plusieurs pour visiter les Émirats arabes unis, et ils sont à Abu Dhabi, et il m'appelle, il n'avait pas regardé l'heure, il était en décalage horaire, il était 2h du matin à Bruxelles, il m'appelle, mais presque les larmes aux yeux, en me disant, écoute, c'est incroyable, je suis à Abu Dhabi et je reconnais en fait des objets qui proviennent de ma tribu du royaume Congo. Il en était extrêmement fier parce que ses copains suisses, ils n'avaient rien eux là-bas. Et face au Brancusi, face à la peinture ancienne, face à tout, les objets africains étaient présentés. Alors on peut dire que les Qataris n'ont pas colonisé l'Afrique, peu importe. Ils ont acquis ces objets dans des collections pour représenter l'Afrique dans ces grands musées. Enfin, c'est une grande fierté aussi. Maintenant, effectivement, le débat peut être beaucoup plus long en se disant est-ce que ces objets ont leur place dans les musées ou pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que ces objets sont le plus grand ambassadeur de notre culture. Alors maintenant, c'est vrai que certains pays africains, la Côte d'Ivoire, le Congo, sont des pays qui sont munis de musées et qui ont des collections très importantes. J'ai maintes fois visité, en compagnie de mon ami Sergier qui est ici, le musée d'Abidjan, a une collection importante. Ces objets ne sont pas assez mis en valeur. Le musée d'Abidjan, par exemple, de l'IFAN, est un musée qui date de l'époque coloniale, des années 50. Donc il faut aussi une volonté. Alors la volonté, effectivement, elle est politique. Il faut que ça se fasse, à un moment donné, qu'on puisse prendre conscience de ça. Alors je balaie effectivement cette idée reçue du fait que les Africains ou les musées africains n'ont pas la capacité de pouvoir conserver le patrimoine. Bien sûr, ils l'ont, s'il y a une volonté. Et ça viendra. Rome ne s'est pas fait en 3 jours. Et je me bats effectivement pour que, depuis toujours, vous soyez dans mon actualité, malgré que je suis marchand, je défends mon métier, qui est un métier de passion, mais je défends aussi l'idée que les Africains ont droit à accès à leur patrimoine. Le cas du Cameroun est un cas encore à part, puisqu'il y a des très grandes chefferies aujourd'hui du Cameroun où il y a encore effectivement les intronisations. Il faut aussi comprendre quand même, encore une fois, sur plusieurs panels, il a été répété à chaque fois que en fait, l'Afrique, c'est un continent. C'est 54, parfois 55, parfois 53 pays. Bref, ça dépend de ce qui se passe au Soudan. Mais je veux dire par là, c'est 54 pays, 54 mentalités, 54 cultures. Bref, on peut pas. Parce que dans certains pays, il y a plusieurs cultures. Exactement. Donc, je dirais la complexité de tout ça fait qu'on ne peut pas parler en un seul nom. Et tu parlais du sommet qu'on appelle maintenant Afrique-France. Hein, ils ont renversé la. Enfin, c'est quand même assez extraordinaire. Bon, c'est la France qui parle à toute l'Afrique. Bref, tout ça pour dire que certains de ces objets, on parle du Cameroun que je connais bien, pas parce que j'y étais, mais parce que je connais la culture camerounaise et ces objets magnifiques. Ces objets qui sont des objets d'intronisation, très souvent, en fait, l'objet en lui-même, je ne généralise pas, hein, mais l'objet en lui-même, très souvent, au fait, n'est qu'un socle, au fait. C'est ce qu'on apporte à l'objet, l'esprit qu'on donnera à l'objet, qui donnera l'importance d'une pièce. D'ailleurs, c'est bien pour ça que la majorité des objets, quand ils ont été vendus, parce que certains ont été vendus aussi. Il y a une photo, vous allez voir, si on peut la montrer, qui est assez extraordinaire, où on voit au royaume Congo, au royaume de Cabinda, à l'époque, au début du siècle, des marchands congolais en train de vendre des objets aux Européens qui viennent. Donc, il y avait un marché.
Et évidemment, il y a eu aussi des objets qui ont été évidemment pillés, ça personne ne tient à le démentir aujourd'hui. Mais ces objets, au fait, quand ils étaient vendus ou parfois pris, étaient désacralisés. C'est très simple, l'objet était vendu parce que c'était un socle. Il a été enlevé de son esprit, il n'avait plus aucun sens pour la tribu à laquelle appartenait cette pièce. Et dès que ça partait, on sculptait une autre statue ou une autre pièce. Il ne faut pas croire, depuis tout ce temps, les intronisations ne sont pas arrêtées. Quand les objets sont partis, les intronisations ont continué, les rites ont continué jusqu'à l'abandon de certains rites dans certaines tribus. Mais ce n'est pas parce que ces objets se sont envolés que les croyances se sont envolées, que les rites se sont envolés. On veut nous faire croire ça aujourd'hui. Quand on dit que la France, Macron veut rendre à l'Afrique son identité, veut rendre... Bref, ils nous ont tout pris, mais on va vous rendre ça aujourd'hui parce qu'on est gentil avec vous. Mais non, en fait, on l'a jamais perdu. Je veux dire, moi, ma mère est villageoise. Mon père a rencontré ma mère en cherchant des œuvres là, dans les villages au Congo. Je veux dire... Les chants se sont jamais envolés, les rites se sont jamais envolés avec les objets, bien au contraire. Enfin voilà, ça c'est une petite parenthèse que je tenais à faire. Pour répondre à ta question, qui je m'évade un petit peu, hein, mais c'est un sujet qui, vous l'avez compris, c'est un sujet passionnel. Passionnant. Exactement. Donc, pour revenir, quand on veut acheter des œuvres d'art, alors c'est très simple. D'abord, collectionner. Alors, je vais rester dans mon domaine de l'art classique, parce que je suis amateur moi-même d'art contemporain. Sur l'art classique, il faut d'abord vraiment être passionné. Il faut aimer tout cela. Je veux dire, on peut... Alors aujourd'hui, énormément de collectionneurs, même que je reçois dans ma galerie, viennent pour investir, parce qu'aujourd'hui, l'art est devenu une diversification du patrimoine. Évidemment, la preuve en est. Acheter quelques centaines de dollars, vendu des millions de dollars, c'est pareil, je fais encore une petite parenthèse avec l'œuvre de Salvador Mundi, parce que dans le rapport de Felwinsar, on dit que les objets étaient achetés pour quelques euros en Afrique et vendus pour des millions après, 100 ans plus tard. Je vous rappellerai quand même que l'œuvre de Salvador Mundi, qui est l'œuvre la plus chère du monde, qui s'est vendue pour plus d'un demi-milliard d'euros, s'est vendue dans les années 50 pour 1000 $. Donc c'est pas propre à l'art africain, je veux dire, il faut remettre un peu les choses, les objets africains se vendaient pas cher à l'époque, tous se vendaient pas cher, c'était en rapport avec ça, et aujourd'hui, l'évolution du marché a fait que ces objets valent beaucoup d'argent. Donc voilà, ça c'est quand même, il faut aussi balayer cette idée qu'on essaie à chaque fois de nous mettre devant, et que l'Africain a toujours été spoilé à chaque fois. C'est comme ça. Donc pour revenir sur ça, il faut aimer, il faut être très passionné. Avant d'acheter votre première œuvre, je pense que d'abord, il faut trouver votre marchand. Il faut la personne de confiance avec qui vous voulez travailler, et surtout acheter et lire énormément, acheter beaucoup de livres, ça c'est encore chose qui est accessible, et quand on ne peut pas les acquérir, il y a l'outil web aujourd'hui qui permet quand même de pouvoir bien connaître. Après ça, je pense qu'il faut vraiment une évolution dans son regard, repartir sur des objets classiques, dit des objets faciles à comprendre. Et puis à un moment donné, ben voilà, quand vous lâchez, vous y allez. Mais encore une fois, c'est un domaine que, d'ailleurs, c'est très rigolo. Les collectionneurs qui viennent chez moi aujourd'hui, parce que parfois pour acheter une pièce, finalement après plusieurs années, ben, ça devient une collection avec des centaines de pièces, parce que c'est un domaine, quand on y rentre, on ne sait pas s'arrêter. Et je pense qu'il y a quelqu'un ici, je l'ai en face de moi, je sais que je vais encore le répéter, mais qui le sait très bien. Quand on commence à acheter, on ne sait plus s'arrêter. La passion, quand elle est là, elle vous prend. Voilà. Je confirme. Voilà. Alors, ce que tu disais tout à l'heure m'interpelle et je me pose une question. Est-ce que plutôt que de réclamer nos œuvres et de se plaindre de faire on nous a tout pris, etc., est-ce que le storytelling, encore une fois, ne serait pas un outil puissant? C'est-à-dire que ces objets, qu'ils soient à New York, à Paris ou à Londres, qu'on arrive à raconter l'histoire qu'il y a autour. Parce que, je veux dire, ce back and forth qu'on a de « OK, on vous rend votre culture », notre culture, elle n'est jamais partie, elle est censée être en nous. Donc, est-ce que la clé pour valoriser notre art et valoriser notre culture, ce ne serait pas, encore une fois, le storytelling dont on parlait un peu plus tôt dans les panels précédents? La question est ouverte, hein, vraiment, ça m'est venu pendant que... Le hasard du calendrier fait qu'aujourd'hui, ça fera 1 an que j'ai perdu un ami cher, qui était un des personnalités les plus brillantes que j'ai rencontrées dans ma vie, qui était de ma génération, qui était syndicat de colo, qui était un collectionneur averti, quelqu'un de brillant dans les affaires, mais quelqu'un aussi qui était vraiment brillant dans sa manière d'appréhender les choses. Donc pour lui, effectivement, il fallait réclamer, mais il fallait aussi montrer qu'on était nous-mêmes concernés par cela. Et c'est vrai qu'il disait, écoutez, je ne demande pas la main, je ne tends pas la main, je suis acheteur, je suis collectionneur, je vais acheter, mais je réclame aussi. Et on a fait tout un travail d'heures de restitution qui, malheureusement, aujourd'hui, s'est arrêté. Mais je pense qu'il n'y a aucun problème. La restitution n'est pas propre, en fait, à l'Afrique. Justement, c'est nouveau. Encore quoique, c'est pas si nouveau que ça, parce que, en fait, depuis le début, après les indépendances, énormément de présidents ont demandé des réclamations
réclamations et des restitutions. Le président du Zaïre à l'époque, Mobutu, à l'ONU, avait fait une réclamation d'objets. Alors peu de gens le savent, mais il y a déjà eu des restitutions. En fait, le débat qu'on a aujourd'hui est un débat qu'on a été beaucoup plus loin dans les années 80. La Belgique avait restitué 115 pièces au Congo. Il y avait tout un processus pour cela. Évidemment, les guerres civiles ont stoppé net et le fait que ces objets s'étaient retrouvés. Bon, c'était une époque où évidemment le Zaïre était instable et ces objets s'étaient retrouvés sur le marché, donc ça avait servi d'excuse pour que le processus soit arrêté. Mais les restitutions, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait partie de toute civilisation. La Grèce réclame, par exemple, les frises du Parthénon depuis le début du siècle passé. Hein. C'est simple, si vous avez la chance ou l'opportunité, ça se voit sur Internet, d'ailleurs, pas besoin d'aller sur place à Athènes. Je veux dire, les parties du frise sont restaurées de manière visible. Et il est inscrit pourquoi ? Parce que chaque guide qui vient vous montrer les frises du Parthénon vous dit, écoutez, regardez, c'est ça. Ben, moi, mon fils ne lâchera jamais. On essaiera tout, on fera le tout pour pouvoir récupérer ces pièces. Pareil pour le buste de Néfertiti en Égypte. Il faut, je pense, moi, si je pouvais donner un conseil aux dirigeants, en tout cas africains, c'est pas de me réclamer des restitutions globales, parce que je vais vous dire quelque chose. C'est très simple. Alors, en plus, c'est un métier, c'est quand même quelque chose que je connais très bien. La Belgique, admettons, veut restituer des objets à l'Afrique. Le musée de Tervuren, qui possède plus de 300 000 objets, environ, j'estime, entre 8 et 10% de ces œuvres sont des objets qui ont été sculptés pour les Blancs. Parce qu'il faut savoir que très tôt, en Afrique, les sculpteurs ont fait sculpter pour les Européens. Énormément de collections d'œuvres des objets qui ont été sculptés pour les Européens. Alors, ça serait quand même franchement assez extraordinaire qu'on renvoie les objets qui ont été sculptés pour les Européens, qui n'ont aucune finalement signification, reviennent en Afrique. Il faut avoir des objectifs clairs. C'est pas toutes les collections qui doivent rentrer. C'est pas des restitutions. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire a été c'est assez intéressant la position qu'elle a. Elle réclame certains objets qui sont des objets très importants du pan de leur histoire et de certaines tribus. On n'a pas besoin de récupérer des millions d'objets. On ne saurait pas à quoi en faire. On ne saurait évidemment par contre pas les conserver et on ne pourrait même pas les mettre en valeur. Donc l'idée c'est quoi ? C'est oui, réclamer les restitutions sur des objets bien précis, qui sont des objets importants du patrimoine. Ça, c'est une certitude, et ça, c'est quelque chose que je pense qui est important. Le Bénin l'a fait dans ce sens. À côté de ça, réveiller et éveiller effectivement la fibre faite collectionneuse, et peut-être pas collection, mais la fibre en tout cas, sur le retour de mémoire de ces objets qui pourront effectivement nous replacer peut-être dans une position en dehors de la position qu'on a voulu nous vendre par les Occidentaux. Oui. Merci Didier, c'est un sujet passionnant, on pourra en parler pendant des heures. On va prendre quelques questions. Est-ce que... Merci. Donc bonjour, merci, c'était très intéressant. C'est justement par rapport à la restitution des œuvres. Pour moi, en tout cas, dans le discours que vous avez donné, donc, dès qu'on parle de restitution, effectivement, comme vous l'avez dit, ça devient intéressant parce qu'il s'agit peut-être pas d'objets vendus, mais peut-être d'objets volés. Et donc, moi, là où ça m'interpelle, et je voulais savoir si vous avez déjà posé la question, c'était de savoir, parce qu'effectivement, on ne peut pas voler l'âme de l'Afrique. Et quand ils vendaient ces objets, ils considéraient en fait que ces objets-là, ils étaient plus, on va dire, habités par un esprit. Donc, est-ce que ça sous-entend que ces objets qui étaient volés, il y avait une sorte de guerre idéologique qui a été menée par les Occidentaux qui l'ont fait ? Est-ce que vous pensez en fait que c'est plus dans ce sens-là, identitaire, et c'est des objets bien précis qui ont été retirés à l'Afrique pour ces raisons et pour nous rendre amnésiques d'une certaine manière, même si on ne perd pas notre âme, on perd un peu quelque chose quand ces objets-là sont partis en Occident. Est-ce que vous pensez qu'il y a une guerre ? Je le pose comme ça, hein, parce que quand vous parliez, ça ressortit en fait dans ma tête, parce que la guerre, en fait, elle n'est pas que avec les armes, et c'est aujourd'hui, on prend conscience en fait que la guerre peut se faire de plusieurs manières. Est-ce que c'était beaucoup plus vicieux que ça ? La question est pertinente. Bon, alors moi, évidemment, vous imaginez bien, je ne vais pas défendre le colonialisme, mais il faut comprendre qu'à cette époque-là, aller coloniser, en fait, c'était autorisé. Je veux dire, aujourd'hui, on juge le passé avec nos yeux d'aujourd'hui. D'ailleurs, entre nous, entre les tribus, on se colonisait d'une certaine manière, on esclavait, on le sait. Donc, moi, aujourd'hui, on pose la question même à n'importe quel Européen, j'espère. Vous me laissez la colonisation était quelque chose de bien, on vous dit tout de suite non. Mais si on vous posait la question en 1895, peut-être que vous aurez dit, oui, allons-y, fonçons. Donc, alors, encore une fois, tout ça est très mal.
mais on regarde ça avec un regard d'aujourd'hui, et on se permet de c'est très à la mode aujourd'hui de toute façon, hein, de juger aujourd'hui tout de tout et de rien avec un regard aujourd'hui actuel et non celui d'il y a l'époque. Donc il faut contextualiser. Et c'est vrai, ce que vous dites est tout à fait vrai. On arrivait quelque part, on venait, on était en conquistador depuis toujours. Hein. Il n'y a pas que l'Afrique qui a été colonisée. Hein. Les territoires, il fallait donner une sorte d'ordre. Et cet ordre, en fait, il était face à un ordre qui existait déjà en Afrique. Et les objets, il y avait des objets qui étaient des objets qui servaient à un ordre disciplinaire, à des objets juges. La sorcellerie, effectivement, était présente dans certains, même si elle est beaucoup plus imaginaire qu'autre chose. Mais il y a des cas, c'est vrai, où certains objets, alors moi j'aime pas le terme voler parce qu'à l'époque on volait pas, c'était comme ça. Mais à l'époque c'était pas du vol, à l'époque c'était à nous, c'était simple. La Belgique, le Congo appartenait à la Belgique, on prenait ce qui nous appartenait. Et il y a des cas précis, c'est vrai. Un des cas qui probablement un des cas les plus exemplaires de l'histoire du Congo, avec un grand fétiche Bakongo, qui a été dit volé par un administrateur très important de l'époque envoyé par Léopold II. En fait, ce qui s'est passé, c'était quoi? L'histoire, elle est très simple. En plus, moi, je vous raconterai un peu, si vous pouvez vérifier. Tout ça se retrouve sur Google. Hein. Vous tapez Tervuren, fétiche à clous, vous allez trouver l'histoire, parce que les gens ne vont pas plus loin. On leur dit quelque chose, ils acceptent ce qu'on leur dit. L'histoire, c'est quoi? C'est ce roi, au fait, qui était un roi esclavagiste, évidemment. À l'époque, ce général belge vient, ils ont une sorte de contrat. Le contrat, en fait qu'ils vont construire une route qui passe par son village pour pouvoir transporter l'ivoire et le caoutchouc. Qu'est-ce qu'il fait le roi? Il appelle 2 esclaves, il coupe 2 têtes, parce qu'à l'époque c'était comme ça, on coupait les têtes, voilà, c'était ainsi. Le roi lui-même coupe les 2 têtes des 2 esclaves pour signer leur contrat. Quelque temps par après, ce grand chef finalement signe avec des Arabes un autre contrat pour pouvoir faire passer le caoutchouc vers la Tanzanie, non, c'est pas vers la Tanzanie, la ville va me revenir. Le Belge l'apprend, revient avec son armée, il coupe la tête effectivement du chef de village et il lui prend sa statue, il la ramène. Bon, alors tout ça, c'est horrible quand on l'entend comme ça. C'était comme ça. C'était comme ça. Je veux dire, on a tendance à oublier, mais les Français, ils ont quand même coupé la tête de leur roi. Ah, on l'oublie. Donc, couper la tête d'un chef africain, mais pour eux, on se coupait les têtes. Enfin, c'est horrible à dire, mais c'est ainsi. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai. Alors, il faut l'histoire. De toute façon, l'histoire est assez horrible. Elle est assez moche pour devoir la rendre encore plus moche. Donc je pense qu'il faut accepter les choses comme elles sont. C'était une époque. Bon, aujourd'hui, c'est vrai, cet objet pourrait y revenir. Alors après, je terminerai peut-être là-dessus pour te répondre. Cette statue, effectivement, qui doit être restituée. Alors sur ce cas-là, c'est assez précis. On connaît les descendants de cette famille. Où va cette statue? Parce que souvent, en plus, les défenseurs de la restitution disent que les objets, on compare ça un peu avec l'époque du nazisme. Encore une chose que je n'aime pas trop, parce que comparer des douleurs à une autre et des catastrophes à une autre, c'est quelque chose d'assez horrible. On devrait remettre la pièce à la famille, dans la logique des choses. Pourquoi on remet la pièce finalement à l'État? Souvent, parfois, les États, en plus, qu'ils ont aujourd'hui des États qu'on accepte, mais qu'on accepte plus d'années plus tard. Donc tout ça est tellement complexe. Cette pièce qui reviendrait, qu'est-ce qu'elle ferait? C'est une pièce en plus qui est d'une valeur inestimable. Elle revient au village. Qu'est-ce qu'on fait? Une pièce donc on saura qu'elle a une valeur incroyable, on la revend, exactement. Et en plus, comme c'est des fétiches très importants, ces chefferies ne sont plus les mêmes. Ce roi qui était là n'est plus le même roi, c'est une autre famille. Que va apporter cet objet vrai? Alors, et encore une fois, je sais que je suis un peu long, mais je termine là-dessus. Il y a eu effectivement une première discussion au Sénat. J'ai été interrogé sur quelque chose. Je leur ai dit, mais est-ce que vous avez imaginé un petit peu ces objets qui reviendront en Afrique? Quel va être l'impact dans les sociétés pour ça? Donc il faut imaginer ça. Ils m'ont répondu, bon, on ne sait pas, mais on va quand même rendre. Vous voyez, donc voilà, parce qu'à un moment donné, en fait, ils se disent c'est pas bien, on a ça, c'est pas bien. Moi, je pense qu'il faut se battre réellement. Alors, il y a un combat qui était un combat qui est mené par les diasporas, qui est une sorte d'autre continent aussi finalement. Hein. Et l'Afrique aujourd'hui aussi, évidemment, je me rends compte qu'elle se conscientise de tout ça et qu'elle a envie de retrouver son patrimoine. Je trouve que c'est une chose extraordinaire, il faut le faire. Mais je pense qu'il faut que ce soit l'Afrique, elle, qui prenne ce débat en main et qui comprenne effectivement quels sont aujourd'hui les changements qu'il peut y avoir par rapport au retour de ces pièces. Et à côté de ça, essayer d'écrire une histoire enfin commune. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir à tous. Moi j'ai une question assez simple. À partir de quel moment on se définit où on est appelé collectionneur pour ce qui est de l'art classique ou de l'art contemporain? Alors, actuellement, je travaille sur un livre où Didier
sera dedans, qui s'appelle 50 Black Collectors. Donc, j'ai fait le tour du monde, entre guillemets, pour trouver 50 collections noires importantes. À titre d'information, j'en ai donc 38. Tout à l'heure, on m'a donné 2 nouvelles personnes. Donc, s'il y a des personnes dans la salle qui veulent dans ce super beau livre, qui sortira dans quelques mois, à partir de 50 œuvres, je crois. 50 œuvres, tu peux être considéré comme collectionneur, mais tout dépend des œuvres que tu as. Et tout, je pense, tout dépend aussi de la posture que tu as. Si c'est les œuvres qu'on a souvent dans les marchés artisanaux, tu peux en avoir 50. On voit tous la maman qui porte la calebasse là, en train de marcher. Bon, certaines personnes peuvent considérer que ce sont des œuvres d'art. Mais moi, je pense que j'ai été considérée, en tout cas, par les galeries, aussi parce que j'avais une collection qui devenait importante d'artistes majeurs de ces 15 dernières années, et aussi pour tout le regard que tu peux avoir. Beaucoup de personnes ont l'impression, quand on dit collectionneur, c'est être un buff. Tu ne choisis pas d'être collectionneur. Parce que des fois, même, c'est très dur d'être collectionneur. Parce que des fois, tu aimerais juste garder ton argent et juste regarder et te dire c'est beau. Mais c'est tellement t'as tellement un fouet en toi, où tu as tout le temps envie de voir des choses. Et aujourd'hui, en étant sur le continent, on a la chance d'avoir des artistes qui créent constamment, qui évoluent constamment. Et il n'y a rien de plus plaisant de découvrir un artiste très jeune et de le voir grandir et de le voir aller très loin. Et quand il fait partie de ta collection, tu as encore plus envie d'acquérir des œuvres d'artistes encore plus jeunes. Donc je pense que quand tu as 50 œuvres d'art que tu arrives à documenter, que tu arrives à expliquer, tu peux te considérer, selon moi, comme un collectionneur. Et puis il faut vouloir. Tu peux débuter. Tu peux aussi décider qu'aujourd'hui je décide d'être collectionneur, de débuter ma collection. Donc tu te mets déjà dans cette mouvance, une première œuvre, etc., etc. Maintenant, il faut voir avec le galeriste. Ouais. Moi, alors personnellement, moi, je me définis pas. Je suis marchand, mais je suis marchand collectionneur, mais je me définis pas tellement comme collectionneur. Je préfère le terme d'amateur. Il faut savoir que quand tu collectionnes, finalement, on est juste des passeurs. On est des passeurs de rêves. En fait, on est des gardiens de ces œuvres pour un temps uniquement. Et donc, moi, je préfère le terme amateur. Et alors, quand on dit amateur, effectivement, parce que moi, je m'intéresse à beaucoup d'autres choses aussi. Donc, je m'intéresse à toutes sortes de cultures. Ça va de l'art ancien à l'art africain, en passant par l'archéologie. Maintenant, j'estime réellement que, comme c'est quelque chose qui est une passion, il ne faut pas se définir à un moment donné un nombre de pièces. Personnellement, je vais vous avouer que ma collection d'art africaine, en fait, n'a pas plus de 20 objets, curieusement. Oui, parce qu'évidemment, je recherche l'objet qui sera un objet coup de cœur, mais qui sera l'objet qui vraiment intrinsèquement, ce sera l'objet qui me plaira le plus, dont je suis extrêmement en fait très difficile avec moi-même pour ce que je garde comme œuvre d'art. À côté de ça, je trouve que réellement, et je reviens vers toi, l'art est vraiment quelque chose de tellement accessible et on n'a pas besoin de posséder au fait finalement, parce que il suffit de passer devant une cathédrale ou une mosquée magnifique et la contempler, et vous ne la posséderez jamais. Donc l'art est tout autour de vous partout et on s'imprègne de ça, on s'en rend même pas compte en fait, qu'on a tout ça autour de nous. Et finalement, je trouve réellement que collectionner, ça peut être dans l'imaginaire aussi. Donc après ça, évidemment, quand on passe à l'acte, par contre, il faut faire attention que ça ne devienne pas quelque chose de maladif, parce que ça, évidemment, ça peut vous perdre. Moi, j'ai une question pour Didier. Et Nelly, je te laisserai poser ta question. Didier, qui est une personne quand même qui d'ailleurs que je suis depuis très longtemps et donc qui m'inspire. Et lorsqu'il y a 3 ans, j'ai fait la foire d'art de Douala, il y a une première personne que j'ai contactée et tu l'as mentionné, qui nous a répondu positivement. Et il nous a dit c'est très bien de lancer cette foire. Je vous suivrai les 2 premières années et la 3e année, qui était malheureusement l'année de son décès, je vous accompagnerai. Et on a toujours reçu des messages de cette personne. Et j'étais très émue quand tu as parlé de lui. Parce que tous les deux, mine de rien, vous aviez, en tout cas sur le continent, et je pense avec Marie-Cécile Zinsou, une visibilité de ce que c'est d'être
africain, collectionneur, et vous aviez un vrai propos. Tous les trois. Il y en a certainement d'autres, mais en tout cas plus visibles. Donc pour beaucoup de personnes qui se projetaient dans l'idée, en tout cas, d'apprécier l'art de manière générale et aussi de débuter une collection, on allait toujours regarder ce que tu allais faire, ce que Syndicat allait faire, ou ce que Marie-Cécile allait faire. Moi, ma question pour toi, c'est comment, lorsque tu trouves une œuvre d'art, tu as un coup de cœur pour une œuvre d'art, parce que soit tu la vends, soit tu la gardes. À quel moment tu te dis, non, celle-ci, je peux pas la laisser, je vais la garder, pour moi. Bah, écoute, alors je vais encore une fois être un peu plus long et je vais raconter une petite histoire assez incroyable qui a défini vraiment mon métier. C'était il y a un peu plus de 10 ans et je suis appelé par une dame d'un certain âge pour aller voir une œuvre. Et je rentre dans sa pièce, donc la dame, son mari vient de décéder. Et il y avait ce qu'on appelle un peu l'objet de rêve de tout marchand, tout collectionneur, c'est ces fameux grands fétiches à clous du Royaume Congo. Il faut comprendre qu'il y a parfois des marchands dans leur vie qui n'en ont jamais même pas une seule dans leur vie de marchand. Et moi, je suis face à ça, ça fait 15 ans que je fais ce métier. Entre parenthèses, je fais une parenthèse, mais l'ironie du sort, c'est que je suis à mon 3e fétiche à clous. Donc ça, c'est assez incroyable. Et je suis face à cette pièce incroyable, donc je tremble devant cette pièce. Cette dame m'appelle pour avoir une expertise, une estimation. Et je lui dis, écoutez, c'est très simple. J'ai 2 choses à vous dire. La première, c'est que votre objet est extraordinaire. Et la deuxième chose, c'est que vous allez me le vendre. Et cette affaire, en fait, a duré plus d'une année. Une année où j'ai perdu du poids. Une année où j'étais dans un stress tellement incroyable. D'abord, je n'avais pas l'argent pour l'acheter, donc j'ai dû trouver les financements. C'était une année, pour moi, une année les plus difficiles et les plus intenses, mais à la fois les plus extraordinaires de ma vie de marchand. Cette femme avait 5 enfants. Notaire, docteur, professeur. Donc face à eux, quand j'arrivais, moi, le petit classe, c'était impossible. Ils m'ont regardé avec des yeux, l'air de dire, mais le petit, il ne va pas partir avec cette pièce. C'était vraiment incroyable. Face à moi, concurrent, j'avais Christie, Sotheby's comme concurrent. Bref, cette dame m'a eu d'affection. Je lui ai fait une offre, effectivement, qui était une offre conséquente, qui était concurrentielle aux grandes maisons. Et chaque mois, je l'appelais pour savoir. Elle s'appelait Madame Thion. Et je disais, Madame, qu'est-ce qui se passe avec la pièce? Je dois réunir mes enfants, je dois me voir. Bref, une année, on se parlait au téléphone. Je lui amenais des chocolats tous les mois. Et à la fin, c'était devenu quelque chose de vraiment incroyable à vivre parce que ça me détruisait à la fois, parce que je n'osais pas partir ni rien. Et puis un jour, je me souviendrai, c'est la veille de Noël. Elle m'appelle, elle me dit, écoutez, on s'est enfin réunis. Ah non, pardon, je vais trop vite. Je dois prendre ma douche à ce moment-là et mon téléphone sonne et je vois son nom. Et finalement, je me suis dit, elle m'appelle pour me dire certainement que ça ne sera pas pour moi. Et je jette le téléphone sur l'armoire et je prends toute la demi-journée pour lui répondre. Moi qui courais pour le téléphone, je prends toute la demi-journée. Et puis elle me répond, elle me dit, écoutez, monsieur Classe, on a eu une réunion de famille, j'ai 5 enfants, j'ai 6 enfants, je m'excuse, j'ai 6 enfants, 3 ont décidé de mettre en vente l'objet chez Christie's, et 3 pensent qu'il faut vous vendre. Alors je lui dis, bon, je me dis, elle va me dire, qu'est-ce que vous avez décidé? Elle me dit, vous m'avez expliqué que dans cette région, le Royaume Congo, c'est matriarcal. Elle me dit, vous m'avez expliqué que c'était matriarcal dans cette région, donc comme c'est moi qui décide, j'ai décidé de vous vendre la pièce. Bon, j'avais des frissons incroyables. Mais ce qui s'est passé ce jour-là d'assez extraordinaire, c'est qu'en fait, après ça, il n'y avait plus rien. Plus rien. En fait, c'est un peu comme un chasseur qui part à la chasse et que l'animal tombe. C'est quelque chose de terrible à vivre, mais à la fois d'effroyable. Et d'ailleurs, si vous retrouvez sur YouTube, vous allez voir, j'ai exposé cet objet à la grande foire de Brafa, et j'avais mis une seule pièce sur le stand. J'avais pris un grand stand de 100 mètres carrés, et j'avais mis la seule pièce sur le stand. Et d'ailleurs, ça m'a aidé à me faire reconnaître auprès de mes pairs dans ce domaine. Donc tout ça pour dire que c'est quelque chose... Alors moi, je suis un chercheur, je suis un trouveur, je suis un chasseur. Quand je trouve une pièce, toute mon excitation est là. Je viens d'en trouver une d'ailleurs dans une vente à Genève, différemment. Mais il y a un métier, au fait, c'est un métier qui est tellement passionnant qui vous prend. Mais je me suis, au fait, défait de savoir que je suis un passeur de rêves. C'est-à-dire que dès que j'ai cette œuvre, que je l'ai achetée, que je la vends, je ne dois plus y penser. D'abord, de toute façon, je n'ai pas les moyens de mon métier, en plus. Voilà. La pièce, elle est vendue ou vous l'avez toujours? Non, j'avais vraiment pas. Alors, encore une fois, sans aucune. J'ai pas les moyens de mon métier, au fait. Aujourd'hui, je travaille dans un domaine où je vends des objets vraiment d'excellence et je le dis sans timidité, sans gêne. J'ai vraiment pas le moyen de mon métier. Ces objets coûtent énormément d'argent aujourd'hui. Et encore une fois, le fait d'être passeur de ces objets, de les détenir un petit moment, là, je vous fais encore une confidence. Dernièrement, j'ai pu acquérir un objet aussi, un fétiche à clous extrêmement important, dans une vieille collection de jésuites en Hollande. C'était la même chose. J'ai fait une photo, j'aurais dû la mettre, parce que finalement le client était étranger. J'ai dû le voir dans une chambre d'hôtel à Paris.
Ça m'a rappelé dans mes premières années où c'était vraiment assez excitant. Et quand l'affaire s'est faite, vraiment, en fait, je me défais des choses. Je me défais. Mais maintenant, c'est vrai, il y a certaines œuvres que je garde quand même, que j'affectionne particulièrement. Je vous l'ai dit d'ailleurs, 2 pièces de Côte d'Ivoire magnifiques que je garde. Ce qui est assez incroyable et étonnant, parce qu'au fait, moi, quand j'ai commencé, je m'intéressais uniquement à l'art du Congo. Je pensais qu'il y avait que le Congo, en fait. Hein. Pour moi, l'Afrique s'arrêtait au Congo. Et il y a un peu plus de 20 ans, j'ai rencontré un collectionneur qui avait vécu en Côte d'Ivoire, qui habite à Bruxelles, et j'ai découvert l'art de la Côte d'Ivoire, qui est extraordinaire, comme je vous. Et vraiment, je le pense sincèrement. Et finalement, voilà, dans ma petite collection, 2 des objets que je chéris le plus sont une œuvre baoulée et une œuvre gouro. Voilà, pour tout vous dire. Rassure-moi que tu as une œuvre camerounaise. Eh ben, je vais te dire quelque chose. J'ai une œuvre du Cameroun. Oh, on peut Et applaudir. c'est une toute petite œuvre Moupo Bangwa. Oh. Voilà. Exactement. I love it. Voilà. Il y avait une autre question, je crois. Oui, c'est un commentaire qui va être suivi d'une question. Je me retrouve beaucoup dans ce que Didier dit quand il dit que nous sommes des passeurs. Parce que c'est vrai que dans le métier que moi je fais aussi et que j'ai dû faire avec beaucoup le cabinet de curiosité, c'est voilà, sélectionner des beaux objets et les présenter et les vendre finalement à des personnes qui ont les moyens, parce que, comme il dit, on n'a souvent pas les moyens de notre politique, parce que sinon mon placard serait rempli de tellement de choses qui viennent d'ici, mais je ne peux pas me les offrir en fait. Et c'est une question pour Didier et pour Diane. Comment se passe ce moment de déclic? C'est quoi? C'est cette émotion-là qui vous frappe. Généralement, c'est quoi? Est-ce que c'est parce que vous vous dites que c'est tellement magnifique que je pourrais le revendre un jour très cher? Ou c'est une émotion finalement qu'on n'explique pas, c'est-à-dire c'est un, je sais pas, on est foudroyé comme ça par cette œuvre qui parfois quand on regarde un Basquiat, moi, bon, des fois sur certains, je ressens rien du tout, ça me dit rien, je comprends pas ce qu'il voulait dire. C'est quoi? Est-ce que c'est par rapport à votre histoire personnelle? Est-ce que c'est par rapport à une projection dans le futur quand vous allez la dealer et la vendre peut-être dans une maison de vente, dans une vente? C'est quoi en fait? Comment on explique ce moment de rencontre avec une pièce extraordinaire? Alors, moi, je pense que j'ai à peu près 233 œuvres. Aujourd'hui, j'en ai vendu uniquement 3. J'ai une politique assez simple, j'achète 3 fois. Enfin, si j'ai un artiste, j'ai 3 fois une œuvre de lui, en partant du principe qu'au pire ou au mieux, j'en vendrai une, j'en garderai 2. C'est ce que je fais aujourd'hui depuis 3 ans. Mais je n'achète plus uniquement une œuvre sur « Ah, c'est beau, c'est fini ». Parce qu'en fait, un jour, ça devient laid. C'est un peu comme certaines personnes qui se mettent avec James Bond et puis un jour, ils se lèvent, ils se disent que « Mais ça, c'est quel gars, ça ?» Donc, c'est exactement la même chose avec les œuvres. J'essaie vraiment de me dire qu'est-ce qu'elle me fait ressentir. Il y a des artistes qui, parce qu'ils te parlent, arrivent à t'emmener quelque part. Et d'un seul coup, leur œuvre semble être très, très belle, très, très touchante. Et en fait, tu regardes l'œuvre et tu te dis « Ah, en fait, c'est vrai. » Enfin, la dernière fois que j'ai eu un coup de cœur, et c'est arrivé pour une artiste camerounaise d'ailleurs, qui s'appelle Wilfried Mbida. Je suis arrivée à la galerie MAM, et puis c'était une œuvre remplie de poésie. Et aujourd'hui, quand je définis ma collection, je ne dis plus artiste de ci, de cela, mais je dis une œuvre qui m'évoque de la poésie. Alors, parce que j'ai besoin de me sentir transportée, soit de ressentir du spleen, soit de ressentir de la joie, mais j'ai besoin, lorsque je vois une œuvre, de me sentir transportée. Et je ne demande jamais à l'artiste quel est le titre, ce qu'elle voulait dire. Je renomme, désolé pour les artistes, mes œuvres, parce que ça a un sens. Des fois, je prends les titres de rappeurs comme Sefiu, Suis-je le gardien de mon frère, un de cet album que j'ai beaucoup aimé. Et des fois, voilà, je trouve un titre qui, je sais de toute manière, va m'évoquer quelque chose. Et à ce moment T où je vais acheter l'œuvre d'art, dans 10 ans, il y aura toujours une histoire, une certaine forme de connexion. Et pour moi, c'est ça le plus important. Et moi, mes œuvres sont mes bébés. Et je disais ça récemment, en parlant avec toi ou avec une autre personne aujourd'hui. Pendant longtemps, mes œuvres, elles étaient stockées chez moi. Donc, vous arrivez dans mon salon,
tu regardais au fur et à mesure les œuvres parce que j'avais besoin constamment de les voir. Et c'est là où j'ai décidé de commencer à vendre des œuvres, il y a 2 ans, parce qu'en fait, vu que j'achetais beaucoup et que je les aimais beaucoup, j'avais besoin aussi de me détacher. Donc aujourd'hui, j'achète pour des personnes, 32 personnes à peu près, réparties dans le monde entier. Mes plus gros clients vont être au Liban, à Israël et en France et maintenant en Côte d'Ivoire, mais c'est toujours des communautés libanaises. Et quand, par rapport à ce qu'elles aiment, elles me donnent la perspective de regarder autre chose, de passer moins de temps à regarder pour moi, à peut-être aussi plus me focus sur cet effet wow que je disais tout à l'heure. Et pour elles, je crée tout le temps des effets wow, mais c'est elles qui payent parce que moi aussi j'ai pas les moyens de ma politique. Donc quand j'achète une œuvre d'art pour une personne et la personne est heureuse, j'ai l'impression d'une certaine manière que c'est moi qui ai fait l'achat et ça me rend aussi très très heureuse. Bah, écoute, ta question est intéressante. Alors, je n'ai pas parlé de mon parcours parce que c'était pas le sujet, mais il faut voir. Voilà, je suis tombé dans la soupe. Certains enfants, on leur donne un ballon de football et ils deviennent Maradona. Malheureusement, aujourd'hui, on file plus un iPad à un iPhone. C'est un peu dommage, mais voilà. Moi, mes parents, ils m'ont donné une statue dans les bras. Donc, c'est quelque chose que je ressens. C'est inné. Voilà. Je pense être fait pour ça et doué pour ça. Et l'environnement dans lequel j'ai évolué, c'est un environnement qui était uniquement un environnement autour de l'art en Congo, puisque j'ai grandi à Kinshasa. Et le fait du métier de mon père a fait que j'ai pu voyager et découvrir tout ce pays qui est extraordinaire, voilà, de toute mon enfance. Donc les objets, je les sens, c'est quelque chose qui pour moi, je l'ai dit, c'est une passion. Donc effectivement, dès que je découvre une œuvre, c'est un émerveillement incroyable, c'est quelque chose qui est incalculable. Je t'avoue que souvent, j'essaye le plus possible de ne pas regarder, et d'ailleurs c'est ce que je fais, de ne pas regarder la valeur intrinsèque de l'objet par rapport au marché. Donc j'achète une œuvre parce qu'elle me plaît, parce qu'elle est incroyable, parce que c'est quelque chose que je pourrais défendre. Et c'est juste après, d'ailleurs, c'est ce qui me fait faire souvent des bêtises en vente publique. Quand je veux une pièce absolument, parfois il m'arrive de la surpayer, de la payer plus que mes collectionneurs. Mais à côté de ça, effectivement, j'apporte mon regard et mon expertise qui fera qu'ils comprendront que si j'ai payé cette pièce plus chère, c'est qu'il y avait une réelle raison. Alors très honnêtement, j'ai commencé par dire qu'on n'a pas parlé de mon parcours, mais vous imaginez très bien que je ne suis pas devenu marchand à ce niveau aujourd'hui, comme ça en quelques jours. Ça fait 27 ans de métier, j'ai vraiment commencé au bas de l'échelle, vraiment, plus bas que ça, il n'y avait pas de parents, pas d'argent, pas de connaissances, rien. Je suis autodidacte, j'ai arrêté l'école en 4e secondaire, ce que je ne conseille pas, parce que ça m'a causé beaucoup de problèmes plus tard. Mais à côté de ça, il fait qu'aujourd'hui, pourquoi je raconte ça, 27 ans plus tard, depuis quelques années, je me permets au fait de travailler avec une clientèle extrêmement importante parce que voilà, c'est une évolution. C'est pour moi aujourd'hui une récompense incroyable de pouvoir travailler uniquement avec des objets de grande importance et travailler pour des très grands collectionneurs. Et effectivement, c'est très simple. Je le dis ouvertement, les clients qui viennent chez moi, ils payent. Ça, c'est clair. Mais ils payent quoi? Ils payent parce qu'il y a 27 ans derrière de dur labeur. Mais ils payent quoi? Ils payent aussi une expertise, ils payent un nom aujourd'hui. Je veux dire, par là, c'est très simple. Moi, je l'ai vu. Et d'ailleurs, je me suis un peu imprégné de certains de mes confrères, de mes anciens confrères. C'est le nom, en fait, qui est important aujourd'hui. Parce qu'effectivement, dans le problème de l'art africain, on n'en parle pas, mais il y a énormément de faux. Parce qu'on parle de l'Afrique qui est... Et puis, moi, je peux vous dire que moi, je connais des centaines de personnes qui ont acheté pour des millions et des millions d'objets faux. Et cela, on n'en parle pas. Bon, mais aujourd'hui, le nom est important. C'est-à-dire qu'il y a des pièces aujourd'hui qu'on sait qui sont passées par l'œil de tel marchand, mais c'est un gage de sécurité, en fait. Donc aujourd'hui, moi, ce que j'espère, je pense aujourd'hui au niveau que j'ai atteint, c'est quoi? C'est que si on sait qu'une pièce a été vendue par classe, les gens ne veulent même pas regarder. Ils savent que c'est bon, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la réputation. C'est un gage, effectivement, de confiance. Et cette réputation, voilà. Mais attention, c'est une réputation qui peut... Il suffit d'une erreur parce qu'il faut comprendre que l'art, ce n'est pas une science exacte. Voilà. Alors moi, je me suis peut-être trompé dans ma vie parce que c'est une bonne raison, je n'avais pas les moyens de me tromper. Alors évidemment, ça vous fait plus attention, mais ça m'est déjà arrivé aussi. Mais ce qu'il y a, c'est que voilà, c'est compliqué. Alors au niveau de sciences exactes, c'est pas juste l'art africain. Regardez justement, on voyait cette photo qui est assez incroyable, une photo au début du XXe siècle où on voit à Cabinda, donc au Royaume Congo, un stand d'objets. Alors ce qui est intéressant, c'est que la science, je pense qu'on va peut-être terminer là-dessus, c'est pas une science exacte. Vous avez vu le Salvador Mundi, donc cette œuvre de Da Vinci qui s'est vendue pour plus d'un demi-milliard, achetée par le cheikh Altani. Cette œuvre, en fait, a été et toujours
apporter à maintes discussions et critiquer sur effectivement la traçabilité réelle de l'œuvre, est-ce qu'elle est vraiment l'artiste ou pas. Et pourtant, c'est l'œuvre la plus chère du monde, d'ailleurs jusqu'au point où elle n'a pas été exposée finalement avec les autres œuvres de Léonard de Vinci au Louvre. Donc vous imaginez la personne qui paye cet objet 1,5 milliard, on lui dit que c'est un Léonard de Vinci, et finalement on ne veut pas l'exposer avec les autres au musée du Louvre. Ça a été d'ailleurs presque une crise diplomatique entre la France et le Qatar à ce moment-là. Donc tout ça pour dire que voilà, la science, là, c'est pas une science exacte. Il faut, comme monsieur parlait de collectionner, tout ça, il faut comprendre aussi que qu'en achetant des œuvres, il faut accepter que parfois on peut se tromper. Et puis bon, voilà. Et puis évidemment après, voilà. Le mot qu'on retient ce soir, c'est le mot passion. Merci Didier, merci Diane Audrey, merci à tous. C'est le dernier panel pour aujourd'hui. J'espère qu'on ne vous a pas gardé trop longtemps.